I would like to introduce our second speaker, Harald Sieber. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir rendu possible une telle conférence et d'avoir m'invité aussi. Je me réjouis avec M. Knobloch qu'il a pu recevoir un tel beau et grand cadeau. Cher Monsieur Knobloch, je vous dois énormément beaucoup. Je veux vous remercier profondément de tout ce que vous avez fait pour moi. On a fait beaucoup de choses ensemble et je ne sais pas dire combien j'en ai profité. Vous m'avez mis en des pistes où on pouvait découvrir plein de choses et apprendre plein de choses. Mais surtout, il ne faut pas oublier que tout commençait à Paris. À la fin de mes études de philo à la Sorbonne, où d'ailleurs j'avais découvert pour moi l'histoire des sciences, je demandais où aller en Allemagne pour continuer. Et Bertrand Saint-Sanin, mon prof de maîtrise, me disait qu'il fallait demander à Claude Dubruck qui s'y connaîtrait mieux. Et Claude Dubruck ne pouvait me dire qu'une seule adresse où aller en Allemagne pour ce que je voulais faire à l'époque, et c'était à M. Knobloch à Berlin. Donc je me suis mis en route et j'avoue volontiers que c'est l'une de mes meilleures décisions de ma vie. En souvenir d'une des belles pistes sur lesquelles vous m'avez mis, cher M. Knobloch, j'ai choisi le thème de ma présentation aujourd'hui. Et j'excuse, il fallait parler en français pour le contexte parisien et mes excuses d'avance pour les oreilles françaises. Bon, c'était quelque chose que je voulais montrer il y a 10 ans. Voilà, il y a 10 ans. Le temps passe, c'est l'anniversaire à la BBAV chez un restaurant chinois avec le team, avec l'équipe Humboldt et Leibniz. Oh, voilà. Ok, ça commence. En 1728, James Bradley a fourni la première preuve du mouvement de la Terre autour du Soleil, la première preuve empirique. Et se reposait cette preuve repose sur la finitude de la vitesse de lumière. Et on se sert souvent de cet exemple de la vie quotidienne, c'est-à-dire les gouttes de pluie tombent, mais quand je me mets en mouvement, je dois pencher mon parapluie en avant pour ne pas être mouillé. Et pour la Terre, c'est à peu près la même chose. C'est pas la même proportion de vitesse, mais il y a deux vitesses qui sont en jeu. Et ce qui fait que il y a une aberration à la comparaison de la pluie, qui fait que dans des intervalles à gauche là, dans des intervalles de temps, la lumière prend du temps, met du temps pour arriver de l'entrée du tube jusqu'au bout du tube. C'est-à-dire la lumière qui tombe directement prend du temps, c'est-à-dire à T3, il arrive seulement au bout du tube, et ce que je le vois décalé par un angle θ. Tandis que c'est la position apparente, et ça serait la position réelle. Et la relation est ça, la vitesse de la Terre, c'est-à-dire 30 km par seconde, divisé par la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, et ça fait l'angle d'aberration. Et ça, c'est la preuve qu'il a fournie, Bradley. Et Bradley, jusqu'à présent, on a mis souvent, jusqu'à présent, on peut encore souvent dire qu'il a démontré que Bradley aurait démontré l'aberration stellaire. Maintenant, on dit de plus en plus qu'il a
démontrer l'aberration de lumière. C'est-à-dire, c'est plutôt l'explication qui fait l'objet de cette découverte que le phénomène. Et il y a, dans l'histoire des sciences, il y a des cas où l'explication et le phénomène de suivre de près, tempéralement, mais ce n'est pas le cas ici. C'est-à-dire, il vaut la peine de distinguer les deux, l'explication et le phénomène, et poursuivre les deux pour savoir ce qu'on va donner. Et on va faire cela de la façon suivante. Premièrement, vous verrez, si tout va bien, que James Bradley n'a vraiment pas découvert l'aberration stellaire. Et deuxièmement, on va ressaisir le phénomène qui risque d'être perdu de vue lorsqu'on se concentre seulement sur l'explication. Et après, on va se demander si ce phénomène aurait pu jouer un petit rôle dans le contexte de la controverse cosmologique, dans la question cosmologique qui est restée si longtemps ouverte. Bon. La première preuve empirique de l'héliocentrisme ne venait pas seulement très tard, 3 siècles après Kepler et Galilée, mais cette première preuve était assez inattendue. On s'attendait plutôt à une preuve que connaissait déjà Copernic, c'est-à-dire qu'on doit avoir, si on se place autour du Soleil, on peut avoir un angle parallactique, c'est la parallaxe stellaire, c'est-à-dire si je la position en décembre et la position en lune, en juin, je regarde le ciel sous un autre angle et ça doit apparaître. Sinon, on ne se place pas, on reste en repos. Et ce que Copernic appelle l'image de notre mouvement, c'est ça. Si je fais une telle observation, doit donner justement l'impression que l'étoile tourne ou que l'étoile donne l'image de notre mouvement autour de la Terre. Une représentation. Et les coperniciens, déjà, ils savaient bien sûr qu'on ne peut pas trouver cet angle, mais ils disaient c'est pour la raison que l'angle est simplement trop petit. Nos yeux sont trop faibles. C'est un problème qui relève de l'optique et pas de la cosmologie. Mais avec le télescope, on aurait pu le faire. Et c'est ce que se disaient pas mal de coperniciens, dont parmi eux Galilée, mais l'un d'entre eux était complètement convaincu d'avoir trouvé la parallaxe stellaire. C'était Robert Hooke. En 1674, il a publié la découverte de la parallaxe stellaire. Il dit avoir réussi l'expérimentant Crookes pour prouver enfin que le modèle copernicien est vrai. Et d'après lui, il y a d'autres qui ont fait la même découverte sur différentes étoiles, et parmi eux aussi l'astronome royal de l'Angleterre, John Flamsteed. On sait aujourd'hui qu'il il a mesuré, vous voyez, il a mesuré un angle parallactique, le groupe a mesuré un angle parallactique de 27 à 32 secondes d'arc. Et 50 ans plus tard, James Bradley fera référence à Hooke et conclut de ses propres observations qu'il a faites que cet angle parallactique doit être inférieur à 1 seconde d'arc. C'est-à-dire, à l'époque, il était hors de question que Bradley lui-même, d'autant plus Hooke, aurait pu faire cette découverte. Et cela pour longtemps, parce qu'il fallait encore attendre 100 ans avant que la première parallaxe stellaire
a été mesuré avec une valeur bien inférieure d'une seconde d'arc. Ça c'est 3 siècles après Copernic. On pourrait dire, bon, c'est d'autant plus important que Bradley avait fait cette découverte inattendue déjà 100 ans avant Bessel, qui a fait cette première mesure de parallaxe stellaire. Mais en même temps, on peut se demander si une telle preuve était à cette époque, si une telle preuve à cette époque avait une importance quelconque. Parce que on est trois générations après Galilée et Kepler, qui pouvait à cette époque partager une autre idée, une vision du monde que copernicienne, 40 ans après la parution des Principia Mathematica de Newton. Et on dirait aujourd'hui facilement, bon, personne n'a pris au sérieux, on est en 1728, mais on va voir que Bradley, pour Bradley voyait les choses autrement. Pour lui, il existait encore des anticoperniciens. Et il craignait qu'ils ne sapent sa preuve en contestant la finitude de la vitesse de lumière. C'était pour lui, apparemment, quelque chose de sérieux. Et après tout, ce n'était que pour une courte durée que les découvertes par Hooke et les autres étaient prises pour des parallaxes stellaires. La raison en est que le phénomène de l'aberration stellaire se déroule d'une autre manière qu'une parallaxe stellaire. Il y a encore deux autres raisons. Mais le phénomène lui-même était déjà connu. C'est-à-dire, Bradley n'a donc pas découvert l'aberration stellaire, c'est la bonne explication qu'il a trouvée pour ce phénomène avec l'aberration de la lumière. Mais ce qui restait donc de cette découverte, était un phénomène inexpliqué. Les étoiles changeaient de position au cours de l'année. Et elles présentaient des aberrations. Et c'est ainsi qu'un contemporain de Bradley a nommé ce phénomène. C'était Eustachio Manfredi à Boulogne, qui était à la recherche d'une solution pour le même phénomène et qui était le premier à pouvoir confirmer l'explication de Bradley. Et c'est à Manfredi que nous devons l'explication, le nom de l'aberration. Le nom de l'aberration vient de Manfredi. Et on se demande qu'est-ce qu'on pouvait voir réellement au ciel. Ça dépend un peu où je regarde dans le ciel, mais entre le pôle écliptical et le plan écliptical, je vois des ellipses. Le phénomène crée des ellipses apparentes des étoiles. C'est ça le phénomène. Et c'est pourquoi l'étendue de ce phénomène peut atteindre 40 secondes d'arc. Et c'est la raison pour laquelle on dit que même Tycho Brahe aurait déjà remarqué ce phénomène à l'étoile polaire, parce qu'il atteignait avec une combinaison des instruments, des méthodes de mesure, avec une exactitude de 25 secondes d'arc. Mais avec l'introduction des télescopes, on atteignait une résolution bien inférieure à 25, inférieure même à 10 secondes d'arc. Cette performance, on peut l'avoir dans ce que Galilée et Castelli pouvaient voir, parce que dans l'étoile au centre du queue de la Grande Ourse, il vit deux étoiles au lieu d'une. C'est-à-dire ils ont décomposé, c'est une étoile binaire, ils ont décomposé l'étoile Mizar en deux.
Et l'écart entre les deux, c'est pas très réaliste ici avec le 5 secondes d'arc. L'écart entre les deux, c'est 10 secondes d'arc. Pour résoudre cette étoile, c'est la performance des premiers télescopes, c'est-à-dire avec les premiers télescopes, on était capable de voir ce phénomène. C'était techniquement possible. On pouvait voir ce phénomène, c'est vrai, mais la bonne question, est-ce qu'on a réellement observé ce phénomène avant Hooke? Et ce n'est pas tellement le cas selon les sources publiées, mais jusqu'à présent, c'est Jean Picard qui est considéré le premier à avoir remarqué un tel phénomène d'aberration stellaire. Mais il n'a pas, en 1671, mais il n'a pas publié seulement en 1680, c'est-à-dire bien après Hooke et les autres. Et il y a toujours des raisons de ne pas publier tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on a observé. Et on peut dire, par exemple, parce que les résultats n'étaient pas ce qu'on a attendu. C'est l'exemple de Galilée, qui n'a jamais publié quelque chose sur sa recherche de la parallaxe, ou bien parce que on ne pouvait pas interpréter, qu'on ne pouvait pas expliquer ce qu'on a vu, qu'on a observé, ou parce qu'il n'y a pas le format à cette époque, le format de publication, où on peut facilement faire publier ce qu'on a fait, parce qu'il n'y avait à cette époque pas des revues, des journaux scientifiques. Mais après tout, pour cette période, quand même, avant Hooke, en général, il faudrait tenir compte de la possibilité que le phénomène a été remarqué déjà, et donc plutôt que nous le savons aujourd'hui. Mais que pouvait signifier ce phénomène avant d'être expliqué dans le contexte cosmologique de l'époque? Bon, à l'époque, il y avait 3 systèmes en concurrence. Soulever ses adhérents, c'est l'héliocentrisme copernicien, géo-héliocentrisme de Tycho Brahe et la théorie des tourbillons de Descartes. Et une idée fondamentale partagée par tous les adhérents, presque tous les adhérents de ces systèmes, était que notre Soleil est comme une étoile, et les étoiles sont des soleils. Ça, c'est important. Et Tycho Brahe, Tycho Brahe a proposé son propre système parce qu'il ne pouvait pas découvrir lui-même une parallaxe stellaire. Et dans ce système géo-héliocentrique, il y a le Soleil autour duquel se déplacent toutes les planètes, mais le Soleil se déplace autour de la Terre qui reste au repos et au centre. Et au niveau des phénomènes, c'est équivalent au système copernicien. Et le système tychonien est accepté par l'Église aussi grâce aux jésuites comme Christophe Clavius et Christophe Steiner. Parce que ce n'était pas facile au début. Et dans ce système, c'est le Soleil qui se déplace. Et si on admet que les étoiles sont des soleils et vice-versa, ce système, ce mouvement, ce phénomène d'aberration stellaire n'est pas une surprise. C'est plutôt attendu. C'est plus qu'une confirmation de ce système. C'est-à-dire, ce modèle tychonien correspond à l'ordre des étoiles, à l'ordre cosmique. Et on peut même, c'est une belle idée qu'on peut exploiter, même si on n'a pas fait cette découverte de l'aberration stellaire. C'est-à-dire, on peut affirmer une telle possibilité en s'appuyant sur le même argument que les coperniciens utilisent. Parce que si on ne peut pas voir les étoiles bouger,
ça pourrait être c'est suite d'un problème de l'optique parce qu'ils sont simplement trop éloignés. C'est ça que Athanasius Kircher a mis en scène littérairement dans son voyage spécial extarctique où les soleils, les étoiles, tous tournent en cercle. Et sa source pour cela était certainement Anton Maria Scholeus de Ruyter, astronome et constructeur de télescopes à l'époque, qui a laissé sa trace dans l'histoire des termes oculaires objectifs bien de Ruyter. Le télescope binoculaire, les jumelles, c'est son invention. Et il avait vendu des télescopes en toute l'Europe avec une coopération avec Johann Wiese à Augsbourg. Et dans le cas de Ruyter, il est très probable qu'il avait réellement observé les étoiles tournantes qu'il postule comme une évidence dans ses écrits. Mais en tant que capucin, il devait bien choisir ses mots avec précaution. Bon, pour le modèle copernicien, il ne faut pas oublier que c'est le modèle copernicien du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Parce que là, le modèle copernicien, le Coppel, était un modèle héliocentriste et héliostatique. Et dans le cadre de ce modèle, on ne pouvait pas expliquer l'aberration stellaire autrement que une conséquence de notre mouvement autour de la Terre. Mais, on a bien vu, ce n'est pas le cas. Et ce qui restait était donc un mouvement des étoiles qui était en contradiction avec ce système. Et ainsi, le système copernicien ne correspondait pas au cosmos, dans lequel les étoiles se déplacent. Alors, les étoiles devaient avoir un autre ordre. Et cette impression pouvait se justifier par d'autres observations qu'on a déjà fait au XVIIe siècle et qu'on ne connaît pas assez, d'une astronomie stellaire du XVIIe siècle. On voyait déjà des amas d'étoiles, des étoiles variables, des étoiles doubles et multiples et des nébuleuses. Et on se posait justement, quant au phénomène des étoiles doubles et multiples, on se posait la question si ces étoiles, ce type d'étoiles, représentaient seulement un phénomène de constellation, un phénomène de perspective, ou si ces étoiles-là forment des systèmes réels, physiquement cohérents. Ça veut dire aussi qu'ils ont des étoiles qui tournent autour des étoiles et aussi des étoiles d'une taille différente, parce que ça c'est une autre supposition des coperniciens, que les étoiles sont des soleils, tous les yeux sont toujours de même grandeur, et que faintness means farness, c'est-à-dire la magnitude d'une étoile correspond toujours à sa distance. Comme nous le savons, c'est pas vrai. Et le phénomène d'aberration rentre bien dans cette diversité cosmique qu'on était en train de découvrir au XVIIe siècle déjà. Et ce système, cette diversité cosmique n'était pas compatible avec une vision héliocentrique et héliostatique du monde. Et face à tout cela, le système copernicien de l'époque ne pouvait plus prétendre à une validité universelle. Bon, il en va tout autrement avec le système cartésien. Ce système place les planètes autour du Soleil, mais tous les corps d'un système se trouvent en mouvement, maintenus en mouvement par un tourbillon
dans lequel il se trouve, mais le Soleil ne forme pas le centre du tourbillon. Et par là le Soleil il-même tourne dans ce tourbillon. Et il en va de même pour toutes les étoiles dans l'univers. Ils se trouvent tous dans un mouvement tourbillonnaire. Et ainsi, pour ce phénomène d'aberration, pour cette vision du monde, le phénomène d'aberration ne pouvait pas être une surprise. Sa découverte paraît plutôt comme une confirmation. Et à Paris, nous sommes déjà de retour à Paris, cette découverte d'aberration stellaire était manifestement sujet de discussion parmi les gens cultivés à la cour et dans l'Académie des sciences. 3 auteurs ont présenté chacun un système de tourbillon en s'appuyant sur l'aberration des étoiles. Claude Malmont de Messanges, professeur de philosophie, mathématicien et membre de l'Académie des sciences. Alexandre Tinellis, abbé de Castellet, le premier traducteur de Siderius Nuncius de Galilée en français, et Sébastien Leclerc, le plus renommé graveur du roi Louis XIV, qui a mené une activité scientifique en plus et avec des publications. Et les 3 affirment avoir eu l'idée indépendamment de l'un de l'autre pour leur propre interprétation du système cartésien, mais cette coïncidence s'expliquait peut-être plus facilement par le fait que l'idée était à l'époque bien diffusée. Pour les 3, et sans doute pas seulement pour eux, cette observation d'aberration stellaire constituait une objection au système copernicien et une confirmation de la théorie des tourbillons. Bon, le phénomène d'aberration était bien observé avant Bradley. Avant lui, on y voyait un mouvement apparent des étoiles. Et ce phénomène avait pu jouer peut-être un rôle dans un contexte cosmologique où différents systèmes trouvaient leur adhérent. Par conséquent, il faut peut-être tenir compte de ce facteur d'incertitude pour mieux comprendre un tournant copernicien qui a duré si longtemps, une longévité du système cartésien bien jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et peut-être aussi le manque d'acceptation de la théorie de la gravitation universelle de Newton. Parmi les nombreux facteurs, il y a plein d'autres bien sûr, mais parmi les nombreux facteurs qui auraient pu jouer un rôle dans tout ça, dans ce contexte, celui de l'aberration stellaire restait quand même en vigueur jusqu'en 1728. Merci beaucoup.